Bonjour, émission spéciale aujourd'hui en direct de Bruxelles avec Bernard Monod. Alors Bernard Monod, on ne vous présente plus. Vous êtes député européen, stratégiste économique du Front National, membre de la commission économique. Alors je dis émission spéciale car aujourd'hui nous enregistrons en pleine effervescence du référendum britannique qui a lieu en ce moment en Grande-Bretagne. Vous qui nous écoutez, vous nous regardez sur Internet, vous connaissez le résultat, mais pas nous. Alors Bernard Monod, comment commenter un résultat que nous ne connaissons pas? C'est pas si compliqué que ça parce qu'en réalité, quels que soient les résultats qui vont sortir des urnes en Grande-Bretagne, que ce soit Brexit ou pas Brexit, de toute manière, ce sera une bonne aubaine pour les patriotes. En disant cela, vous êtes à contre-courant de tous les commentateurs là. Oui, écoutez, en fait, ce référendum est quand même, déjà le fait qu'il existe, c'est révolutionnaire. C'était tout à fait impensable il y a environ 2 ans encore. Et puis les Britanniques ont fait ce chemin grâce à M. Cameron, il faut lui rendre grâce, effectivement. Et donc aujourd'hui, 43 ans après, la Grande-Bretagne fait le constat... Ça fait 43 ans oui, déjà, qu'ils sont rentrés dans l'Union. Exactement, en même temps que nous à peu près. Et effectivement, c'est la mesure de l'échec de cette Europe-là. Alors, pourtant, le Royaume-Uni, pour son adhésion, avait à l'époque obtenu un statut déjà très particulier. Tout à fait. Madame Thatcher, ce qu'on appelle la Dame de Fer, qu'on appelait la Dame de Fer à l'époque, avait effectivement fait preuve de patriotisme vis-à-vis de son pays. Et elle avait obtenu une ristourne dans son budget qu'elle devait verser en contribution au budget de l'Union européenne. Et ce qui est de l'ordre de 30 milliards d'euros en cumulé entre 2007 et 2013. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, les autres pays européens payent à la place des Britanniques? Absolument. Car si on ne paye pas, il faut bien que ce soit d'autres qui le payent, forcément. Oui. Et donc, c'est de l'ordre, effectivement, de 30% sur l'ensemble du budget. Aujourd'hui, la France paye 30%, ça représente quelle somme? Environ 1,4 milliard sur 4 milliards d'euros de budget global. Je crois que c'était la dernière année, en 2013, chiffre connu. Une belle somme, on s'en contenterait. Alors, la Grande-Bretagne a d'autres particularités dans son statut aujourd'hui? Oui, elle est également hors de l'espace Schengen. Ça avait été négocié également à l'époque, ce qui provoque donc l'encombrement, l'embouteillage que l'on peut voir aujourd'hui des migrants dans la jungle de Calais, dans la jungle de Saintes, oui, proche de Calais. Voilà, donc la situation retombe à nouveau sur la France. Mais c'est surtout sur sa politique économique qu'elle avait obtenu des grandes... Oui, alors là, c'est le gain le plus important qui a été obtenu par Madame Thatcher à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de rentrer dans l'union économique et monétaire, ce qui fait qu'elle n'a encore sa livre sterling, donc sa monnaie nationale, sa banque centrale d'Angleterre qui lui permet justement d'avoir sa politique monétaire, et aussi la maîtrise de son budget et le contrôle de son système bancaire, puisqu'il refuse, bien entendu, l'union bancaire qui s'applique à nous en France depuis le 1er janvier, je le rappelle. C'est tout ? Dans les grandes lignes, il y a ça, et puis quelques exemptions supplémentaires qui ont été obtenues. Ça, c'est la dernière négociation. Absolument, en accord obtenu par M. Cameron en février dernier. Donc des exemptions supplémentaires qui font que ça réaffirme le fait que l'euro n'est pas la seule monnaie de l'espace économique européen, mais au contraire est une zone maintenant large de multidevises européennes. J'entends bien. Vous avez la livre sterling, vous avez la zone euro et vous avez les monnaies de l'Europe de l'Est. C'était déjà un peu le cas. Enfin, il y avait déjà plusieurs devises en zone euro. C'était le cas, mais si vous voulez, le fait de le mettre dans un accord, ça réaffirme officiellement, si vous voulez, qu'il y a une zone multidevise dans les 28 pays de l'Union. C'était du provisoire. Et là, Cameron obtient que ça soit... Exactement, ça là c'est du formel et de l'officiel. Alors, dans les pays qui n'étaient pas dans la zone euro, il y avait les Danois et les Suédois, si je me souviens bien. Danois, Suédois, qui ont leur couronne respective et, si vous voulez, qui ont la tolérance de l'Union européenne provisoire, on va dire, de rentrer dans la zone euro le moment venu. Mais sauf aujourd'hui, les Danois et les Suédois rentreront? Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Il y a eu des référendums qui ont rejeté ça. Et si vous voulez, quelque part, ils ont renoncé au dogme et à la religion de l'euro. Quelle est la proportion du rejet aujourd'hui des Danois et des Suédois? Alors, les Danois, c'est de l'ordre de 90%, et je crois que les Suédois, c'est de l'ordre de 2 tiers. Donc, un rejet massif de l'ensemble de la population qui veulent garder leur monnaie nationale. J'entends bien. Si je comprends bien, Bernard Monod, une monnaie nationale dans une zone de stabilité monétaire
c'est exactement ce que vous demandez au Front National. Absolument. C'est exactement ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'au niveau national, nous voulons une monnaie nationale comme le Royaume-Uni avec sa livre sterling, et au niveau international, nous souhaitons un euro commercial en quelque sorte qui puisse permettre de continuer à avoir des échanges commerciaux que l'on pourrait baptiser l'écu, le nom initial, qui était d'ailleurs le projet initial en 1992 à l'époque de Maastricht, qui était l'euro-monnaie commune, l'écu. Donc nous sommes d'accord avec ce principe-là. D'autres pays pourraient garder l'euro d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. L'Allemagne pourrait imaginer avoir son euro avec la parité du Deutsche Mark. D'accord. Alors, est-ce que ça représente la totalité des acquis qu'a obtenu David Cameron dans cette négociation? Non, il a obtenu quelques exemptions supplémentaires, comme la restriction donc des avantages sociaux vis-à-vis des migrants, donc bien entendu avoir des allocations plus faibles et étalées en tout cas dans le temps avec une espèce de franchise. Et puis également l'approfondissement du marché unique, où vous savez que les anglo-saxons sont assez attachés à ce principe de libre-échange. Oui, tout à fait. Donc ça a toujours été l'optique des Anglais d'avoir une zone de libre-échange. Pour pouvoir justement commercer, voilà, notamment les Américains avec le dollar. Et puis, si vous voulez, il y a aussi le fait qu'il n'y aura pas d'union sans cesse plus étroite, ce qui correspond en quelque sorte à un fédéralisme absolu, quoi. C'était une pierre fondamentale de ceux qui voulaient. C'était la grande illusion, on peut dire, des États-Unis d'Europe. C'est ça, tout à fait. On a voulu nous vendre à l'époque la construction des États-Unis d'Europe, sauf que la réalité a rattrapé les utopies et l'Europe est constituée de 28 États et donc de 28 peuples. Il n'y a pas de peuple européen. Non. Non, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, la Grande-Bretagne nous montre la voie pour une évolution. Moi je m'amuserais à dire, messieurs les Anglais, sortez les premiers. Donc c'est ce que nous espérons, bien évidemment, avec un Brexit. Nous serons fixés donc demain matin, puisque voilà, les auditeurs nous regarderont demain. Nous verrons bien. Et en tout cas, la Grande-Bretagne fait cet effort de nous montrer qu'il y a un autre modèle d'Europe, celui d'une Europe des nations, avec des nations coopératives entre elles, dans des grands projets industriels. Et d'ailleurs, tous les grands projets industriels et de coopération internationaux ont été réalisés avant l'Union européenne. Je pense à Airbus, je pense à Aérospatiale, et il y a plus longtemps, Concorde, dans les années 60, entre le Royaume-Uni et nous. Et c'est pour ça que vous dites aujourd'hui que le résultat du référendum, d'un point de vue technique, n'est pas fondamental. Non. Non, non, tout à fait. Ça ne fait qu'acter, si vous voulez, la capacité de coopérer au niveau de manière bilatérale entre les États. Par contre, il y a une portée médiatique, une portée symbolique. Oui. Alors, tout à fait. Il y a une portée symbolique dans le sens où moi, j'ai été quand même extrêmement choqué de ce qui s'est passé. Et donc, je voudrais rendre hommage à la parlementaire britannique qui a été assassinée par un déséquilibré, en quelque sorte. Et bien entendu, moi, je voudrais aussi condamner les réactions qui ont été faites immédiates de la part donc des représentants politiques. On a entendu des phrases étonnantes. Oui, tout à fait. Ils ont tenté, si vous voulez, de récupérer l'affaire et puis, bien entendu, d'imposer la position du non au Brexit. Et donc, c'est une récupération politicienne vraiment assez basse. Il n'y a pas beaucoup de pudeur dans cette affaire. Tout à fait. On peut même parler d'indécence. D'accord. Alors, ce soulagement qui est venu, puisque les sondages se sont inversés pendant quelques jours, est sans doute à la mesure de leur crainte de défaite? Oui, alors en fait, il y avait une montée quelque part la semaine dernière encore, avec une convergence des sondages en faveur du Brexit. Et puis, retournement, bien entendu, suite à cette tragédie de la situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va être relativement tangent. Nous serons fixés très rapidement. Et donc, même si la victoire... Tout dernier sondage, je redonne un petit avantage au Brexit. Oui, on verra. Vous savez s'il y a victoire ou non du Brexit. Alors Bernard Monod, je voudrais connaître votre réaction à ceux qui contestent le principe même de cette consultation, mettant en cause l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Oui, si vous voulez, on constate quelque part qu'il n'y a pas de respect de la démocratie réelle. On a eu maintes exemples dans les années précédentes. Je pense au Danemark, par exemple, en 1992, puis en Irlande en 2001, où systématiquement, quand le peuple vote mal,
on le fait revoter jusqu'à ce qu'ils votent dans le sens Mais on aurait pu les voulu faire par les revoter combien de institutions fois européennes. ad vitam aeternam? Je ne sais pas, en tout cas ce qui s'est passé, rappelez-vous, en tant que Français en 2005, c'est que le traité de constitution avait obtenu 55% de non. Et Oui, le référendum nous sur avons eu la oui. forfaiture, parce que c'est le nom de Nicolas Sarkozy, avec le traité de Lisbonne qui a été En réimposé en 2008. qui a été Et il faut quand même le dénoncer. Voilà. Je me souviens tout à fait. Alors, pour ces européistes, les peuples européens devraient abdiquer leur droit de voter, leur droit de choisir. Enfin, c'est... Non, si vous voulez, voilà, c'est un espèce de totalitarisme. Il faut dire les choses ont un nom. Moi, j'appelle ça du totalitarisme. Quand vous avez un président de la Commission européenne qui tente de dire qu'il n'y a pas d'autre choix démocratique que de rester dans les traités européens, c'est une négation de la démocratie et de l'expression des peuples. Attali aussi Jacques avait Attali, fait, effectivement, le célèbre économiste de Mitterrand, qui nous a mis d'ailleurs dans la situation dans laquelle nous sommes, économiquement parlant, qui quelque part dit que la construction européenne est irréversible. Où est-ce qu'on a vu? D'accord. Rien n'est irréversible dans ce bas monde. On a même entendu des propos, moi, qui m'avaient personnellement choqué, au moment où des pays votaient mal. Je crois on a dit à la Pologne qu'on la mettait sous surveillance, c'était ça? Oui, c'est ça. On les montre du doigt, on les punit, on leur retire des aides, on les menace. C'est de la manière de pratiquer la démocratie. Et ces menaces avaient été le cas sur l'Autriche, si je me souviens bien. L'Autriche, la Pologne, vous en parliez, voilà. etc. Alors, je vois que ça, c'est une petite musique qui ne vous plaît pas, ça, Bernard Monod. Non, pas du tout. On est en plein délire et quelque part, vous avez le peuple qui s'exprime et d'ailleurs, c'est contrarié par des personnes qui ne sont pas élues par le suffrage universel et qui n'ont pas justement de légitimité populaire. Voilà. C'est Tusk, c'est Schulz, c'est voilà, Juncker. C'est ce qu'on appelle les 5 présidents, Tusk, Monsieur Schulz, Monsieur Juncker, etc. etc. Alors, vous me rappelez, quand on préparait cet entretien, vous rappelez quel était le nom de votre groupe? Oui, alors, notre groupe, c'est l'Europe des nations et des libertés. On est très attaché à ce terme de liberté, ce qui veut bien dire que les patriotes sont en faveur de la liberté. À côté de ça, dans cette campagne, on a entendu un autre son de cloche totalement opposé. Alors, c'était étonnant, ça. Alors, quelques fédéralistes. Oui, les fédéralistes essayent, comme je le disais précédemment, d'imposer leur vision et ils essayent surtout pratiquement d'éjecter le Royaume-Uni en quelque sorte pour se retrouver entre eux, être soudés entre eux et puis pour donner aussi une leçon aux autres États membres, donc les 27 autres. Donc quelque part, si le Brexit passait, je ne sais pas s'ils seraient vraiment mécontents de cette solution-là parce ça pourrait servir d'exemple à tous les autres en leur disant voilà, si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, point de salut. D'accord, d'accord. Donc les concessions obtenues par Cameron sont déjà pour eux trop importantes. Elles l'étaient déjà avant même l'accord du Brexit, tout à fait. Et si c'est gravé dans le marbre, l'illusion fédéraliste, la supranationalité, voilà, c'est une fin en fait de leur rêve, de leur utopie de fédéralisme. Et comme je viens de vous le dire, je ne pense pas qu'ils verraient d'un mauvais œil, en définitive, que le Brexit passe. Je comprends pourquoi. Aujourd'hui, avec vos explications, on comprend que le résultat est à relativiser. Mais alors, l'Europe, elle en est où aujourd'hui ? Écoutez, elle a été fondée sur un principe qui est faux, c'est-à-dire que de transférer les souverainetés nationales au niveau de l'Union européenne, et on s'aperçoit que ça ne marche pas, puisque le bilan est catastrophique dans tous les domaines, économiques, social, identitaire. Ça fait 60 ans de construction européenne, voilà. Qui est d'ailleurs pas à l'image de ce qui a été... la profondeur pour tirer des bilans aujourd'hui. C'est une utopie qui s'effondrera par elle-même. Voilà, le général de Gaulle n'aimait pas ce genre de construction supranationale. Il avait un mot cinglant pour ça. Il parlait des machins, c'est ça? Les machins, voilà. En l'occurrence, là, c'était un gros machin. Très attaché aux souverainetés, bien entendu, comme l'est le Front National en France. Pour vous, aujourd'hui, l'Union est à la croisée des chemins, ce sera notre conclusion?
Oui, si vous voulez, l'Union aujourd'hui craque de partout. Dans tous les domaines que je vous le disais, c'est catastrophique. Il n'y a pas un endroit positif qui ressort de cette politique européenne. Donc, si vous voulez, la seule solution, si vous voulez, c'est qu'effectivement les peuples reprennent leur pouvoir et leur souveraineté nationale. Et pour construire une Europe des nations, une Europe des patries qui coopèrent entre elles pour des grands projets européens L'Europe qui marche. dans la concurrence internationale. Donc, c'est une Europe qui marcherait. C'est ce que nous proposons, nous, donc à l'Europe des nations et des libertés. Vous n'êtes pas anti-européen de ce point de vue-là? Bien au contraire. Bien au contraire. Nous sommes pour l'Europe de la paix aujourd'hui. L'Europe de la guerre économique et sociale. Merci Bernard Monod pour toutes ces explications. Moi, vous qui nous écoutez, vous connaissez le résultat de ce référendum et nous aurons certainement l'occasion de commenter ce résultat dans les semaines qui viennent. Bernard Monod, je vous remercie. J'espère, merci. Bonne journée.